Je vais donner la parole donc à Françoise Vergès, réunionnaise et chercheure à l'Université de Londres. Françoise Vergès. Merci beaucoup. Je vais être brève parce que je sais que tout ça a été déjà très long, que vous voulez avoir la parole, une discussion. Une chose, je me dis que tous ces constats que l'on peut faire des discriminations qui ont été faits déjà et qu'on pourrait continuer à faire, il faut évidemment aussi en chercher les causes. Il est important de comprendre et que ces causes sont structurelles. Ce n'est pas venu de nulle part. Je voulais déjà, quand je pensais à ce que j'écoutais, deux remarques. On s'étonne d'une absence, de l'absence de la question des Noirs ou d'analyse. Comme on a pu s'étonner d'ailleurs de la force avec laquelle la question de la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage s'est posée depuis 2 ans. Or, cette absence, cette surprise, elle révèle tout simplement un point aveugle dans la pensée française. Le point aveugle, c'est de comprendre que depuis très longtemps, la notion de race a travaillé l'identité nationale française, que la colonie est là, que la figure de l'esclave sont là, que cette histoire est l'histoire de la France et non pas l'histoire de quelques populations ultramarines. Et comment justement ce point aveugle reprendre son histoire, voir pourquoi dans l'histoire, dans la discipline de l'histoire coloniale est encore un sujet mineur. Pourquoi en philosophie la question de l'esclavage est absolument un sujet mineur. Ce n'est pas important, ce n'est pas glorieux d'étudier cela. Ce ne sont pas des questions importantes. La colonie, l'esclave, la notion de race sont des figures absentes de la pensée dans la philosophie. Il y a des sociologues qui se sont penchés. Michel Vivarca est ici et il en est témoin, mais on le sait, par exemple, moi je revois par exemple le dictionnaire de philosophie politique, il y a des sommes d'histoire, les lieux de mémoire, même l'histoire des femmes par des personnes dont on ne peut pas soupçonner que ce sont des personnes qui ont voulu le faire, donc ce n'est pas un complot. Il n'y a rien, il n'y a pas un chapitre sur la colonie, il n'y a pas un chapitre sur la femme esclave, il n'y a pas un chapitre sur la femme colonisée, nous n'existons pas. Nous sommes absolument absents. Et je le dis, ce n'est pas du tout à partir d'un complot, c'est vraiment structurel. Il y a une absence, donc il faut revenir. La stratification ethnique dont vous parliez, elle existe dans l'outre-mer aussi, justement. Il y a toute une histoire, il y a tout un espace, cet outre-mer, d'ailleurs l'étudier, est très révélateur de toute une série de symptômes dans l'espace de la République, tout en image et représentation. Et ce que vous signalez aussi d'une paupérisation d'une population majoritairement féminine est aussi extrêmement important, on le sait. Donc la nécessité d'affiner toutes ces études. Et déjà, bon, pour reprendre cette question de point aveugle, déjà au XVIIIe siècle, on le sait, il y a des Noirs en France qui vivent. Ils sont musiciens, ils sont artisans, ils sont ouvriers. Qui connaît leur histoire, qui en parle. Cette longue absence, donc d'une part, on pourrait dire noire, c'est-à-dire issue des mondes africains en France. Cette présence d'une altérité que la France a longtemps refusée et qu'elle continue peut-être aussi encore à refuser. Cette présence africaine, pour reprendre l'expression que de lui donner Senghor et Césaire, et je voudrais signaler en 2006, nous fêtons aussi à notre anniversaire, c'est la rencontre en 1956 des intellectuels noirs en France, à Paris même. Donc nous sommes aussi. Donc cette longue présence qui a essayé de se dire depuis longtemps, elle est là et c'est cette histoire qui est l'histoire de la France, je le disais. Moi j'ai vécu beaucoup de réactions depuis 2 ans, là, puisque j'ai beaucoup écrit sur la question de l'esclavage, la mémoire, enfin les enjeux actuels, les enjeux sociaux et culturels actuels, et pas nécessairement l'histoire. Mais on me disait, mais vous ne trouvez pas qu'on en parle trop, déjà? Trop? Mais c'est tout un petit moment, c'est pour la première fois. Enfin, ça me faisait me souvenir que moi j'étais dans le mouvement des femmes, on disait, mais vous ne trouvez pas que les femmes, elles parlent trop, quand même? Donc on est effectivement... Donc ce long silence, la question devrait plutôt être, pourquoi si tard? Pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi pendant si longtemps? Et pourtant, nous, issus de ces mondes, ou les personnes qui veulent parler de ces mondes, nous parlons depuis très longtemps, mais nous ne sommes pas entendus. Ce n'est pas que nous n'avons pas parlé, c'est que nous n'avions pas été entendus. Donc ce long silence de la nation révèle donc ce point aveugle que j'ai évoqué dans la pensée française, et le rôle aussi qu'a joué la notion de race, sur lequel il faudrait revenir. Ce principe même des Lumières, de ce droit naturel qui s'est posé comme universel, dont la phrase, on pourrait dire, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est ce principe même qui a mobilisé les esclaves, les colonisés, aujourd'hui encore les populations des DOM, leurs enfants qui vivent en France, toutes celles et ceux qui sont venus de l'ancien empire colonial français et qui n'ont jamais accepté que ce principe soit amendé d'un « sauf quelques-uns ». Cette revendication donc d'égalité toujours, cette revendication d'égalité encore, est une question politique. Elle n'est pas, nous ne demandons pas une petite place, nous demandons de revisiter la citoyenneté, de la repenser et peut-être de la refonder.
Je pensais à une phrase de Léopold Senghor, puisqu'on évoquait Senghor et qu'on sait c'est son centenaire. Senghor disait « Le français veut apporter le pain et la liberté, mais ce pain, cette liberté seront français. » C'est-à-dire que l'universalisme qu'elle apporte est parfois trop étroit, qu'il ne souffre pas d'être questionné. Or, la République, c'est res publica, la chose commune, et nous y avons participé. Nous l'avons portée. La liberté, nous savons ce que c'est, nous l'avons toujours lutté. L'égalité, nous savons cette question. Mais il ne faut pas oublier évidemment aussi la dimension culturelle qui a été un peu évoquée. Les contributions immenses de ces populations noires au patrimoine culturel de l'humanité et aussi à la France. Ce que disait Césaire, je voudrais aussi, vous savez, quand Césaire disait dans le Cahier d'un retour au pays natal, « Ce sans qui la terre ne serait pas la terre ». Eh bien, nous pouvons dire « Ce sans qui la France ne serait pas la France ». Ces musiques, ces langues, ces littératures, toutes ces pensées. Il faut donc apprendre à penser aussi en réseau, cette multiterritorialité du territoire républicain. Vous évoquiez les populations de l'outre-mer. Il faut qu'on pense, quand on pense à la question des discriminations, à la question des populations, à la question de ce qui fait aujourd'hui la République française, il faut qu'on pense à tous ces territoires aussi à travers le monde où vivent des citoyens français qui sont là, qui envoient leurs enfants, qui sont issus des mondes esclavagistes ou des mondes colonisés. Cette nécessité donc d'un tronc commun à tous, que nous sachions tous, que tous les citoyens français connaissent aussi les noms de Toussaint Louverture, les noms de l'idole Grèce, les noms de la mulâtresse Solitude, de Simandef et de Dimitille, tout autant qu'ils connaissent les noms de Robespierre, de Danton et du général de Gaulle. Et qu'ils connaissent ces dates, 1794, 1848, 1946, ces dates qui sont aussi leurs dates. Et pour terminer, juste un tout petit mot sur cette question de communautarisme et d'accusation de communautarisme. J'ai moi-même longtemps vécu aux USA. Il y a beaucoup d'éléments du débat qui se répètent aujourd'hui. Le communautarisme, ce terme, il a une histoire. Il ne surgit pas là maintenant. On pourrait dire, pour ceux qui connaissent l'histoire coloniale, il émerge, il surgit déjà dans le monde colonial. Le communautarisme colonial, dont Frantz Fanon par exemple parle, d'un monde divisé en deux, c'est-à-dire où les colons blancs se rejoignaient entre eux, on connaît l'histoire des messes, etc., des clubs, on ne se mêlait surtout pas, et toute la littérature coloniale, qu'elle soit hollandaise, française, anglaise, parle des gens qui transgressent les frontières fortement faites entre le monde des colons et le monde des colonisés, et qui sont punis pour cette transgression. Et quand on nous parle, je veux dire, les gens qui font aujourd'hui toute la richesse de la littérature française, des gens comme Albert Camus, des gens comme Aimé Césaire, c'est les gens qui ont franchi ces frontières, qui ont transgressé ces frontières qui étaient imposées. Donc, premier communautarisme colonial. Il y a un repli, on ne se mélange pas. Et cette tentation, elle existe aujourd'hui. Mais à cela, il faut opposer non pas un langage défensif, mais de dire que nous luttons pour l'égalité, contre les inégalités. Ce que nous demandons, c'est plus de justice sociale, plus d'égalité, des réseaux de solidarité avec les opprimés, pour renouveler la réflexion sur le bien commun et pour plus de démocratie. Merci Françoise Vergès, professeur de